Je m'appelle Finn. Je vis à Boise, dans l'Idaho, avec ma femme, Tessa. L'hiver dernier, après des années de traitement contre l'infertilité, nous avons finalement appris que nous allions avoir un bébé, un garçon. C'était comme un miracle. Nous avons décidé d'organiser une énorme fête de naissance, quelque chose de spécial, car ce n'était pas n'importe quel bébé. C'était celui pour lequel nous nous étions tant battus. Le problème était que la plupart de ma famille vivait à Orlando, en Floride, ma mère, mon père, ma jeune sœur, Madison, son mari, 3, et leur fille de 12 ans, Kai. Nous ne nous étions pas vus en personne depuis plus de 3 ans. Pandémie, argent, excuses, vous l'appelez. Je pensais que c'était l'occasion idéale de renouer les liens. Les vols étaient chers. Je savais qu'ils ne pouvaient pas se le permettre seuls, surtout Madison et 3, qui se plaignaient toujours d'être fauchés mais qui avaient réussi à rénover leur cuisine l'année dernière et à acheter à Kai un chien de race pure pour Noël. Alors, je leur ai viré un total de 11 000 $, vol, hôtel, location de voiture, tout était prépayé. Tout ce qu'ils avaient à faire était de se présenter. Au début, ma mère semblait enthousiaste. Elle a envoyé quelques textos du genre « J'ai hâte de voir le ventre et, nous venons tous. Ça va être tellement amusant. » Madison était comme d'habitude, envoyant des réponses d'un seul mot comme « cool » ou « yep ». 3 n'a rien dit, et Kai a demandé s'il y aurait du bon Wi-Fi parce que sinon, elle allait mourir. Tessa m'a dit de ne pas me faire de faux espoirs, mais je voulais y croire. Je devais y croire. 2 jours avant la fête, je leur ai renvoyé l'itinéraire et j'ai choisi leur chambre d'hôtel dans un bel endroit local donnant sur la rivière. J'ai même rempli leur mini-frigo avec des snacks que je savais qu'ils aimaient. J'ai acheté une énorme pancarte de bienvenue familiale à accrocher à l'aéroport. Tessa a dit que j'en faisais trop. Peut-être que oui. Mais après tout, après toutes les fois où j'avais été là pour eux, je pensais qu'ils voudraient être là pour moi. Le matin de la fête est arrivé. Il faisait beau, un temps parfait. Tessa était magnifique, même si elle était épuisée. Mes amis ont commencé à arriver. Sa famille était là, les bras chargés de cadeaux, avec de grands sourires sur leur visage. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone. Pas d'appel, pas de texto. J'ai vérifié les informations de vol. Ils avaient atterri la veille au soir. Ils devraient être à l'hôtel. 1 heure après le début de la fête, j'ai appelé ma mère. Directement sur sa messagerie vocale. Idem pour Madison. 3 aussi. J'ai essayé d'envoyer des textos. Rien. Puis, à 13 heures, la fête était à moitié terminée. J'ai reçu un texto. Il venait de ma mère. Pas de salutations, pas d'excuses. Il disait « Désolé, Finn. Les plans ont changé. » Fait comme si ce gamin était important pour nous. Non. C'était tout. J'ai regardé mon téléphone pendant 1 minute entière avant de le montrer à Tessa. Son visage est devenu rouge. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais elle a juste secoué la tête. J'ai appelé. Bloqué. J'ai appelé Madison. Bloqué. J'ai appelé mon père, qui restait généralement en dehors des drames familiaux. Il n'a pas répondu non plus. Alors, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit que puisqu'il ne restait pas à l'hôtel, j'annulais la caution. Je lui ai dit que j'espérais qu'ils apprécieraient leur voyage à Hawaï parce que, oui, ils y étaient allés. Je l'ai découvert grâce à l'Instagram stupide et public de Kai. Des photos d'eux à l'aéroport et des chemises Aloha assorties, souriant comme des idiots. J'ai terminé mon message en leur souhaitant un bon retour à la maison. Pas de colère, pas de menaces, juste des faits froids. 40 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt, des messages vocaux, des textos, des appels manqués, des messages vocaux de ma mère et de Madison, toutes les deux en pleurs. Mais je n'en avais pas fini. Pas même proche. Je n'ai même pas écouté les messages vocaux tout de suite. Je suis resté assis là à regarder mon téléphone alors que la maison devenait de plus en plus silencieuse. Tessa était montée à l'étage pour se changer. Sa famille ramassait les décorations et les restes de gâteaux. Tout le monde me jetait des regards apitoyés, comme s'ils ne savaient pas quoi dire. Quand la maison a finalement été vide, j'ai pris une bière, je me suis assis sur la véranda et j'ai ouvert le premier message vocal. C'était ma mère. Elle pleurait, divaguant sur le fait que ce n'était pas de leur faute, qu'ils pensaient que la fête avait été annulée parce que personne ne les avait appelés pour leur dire
qu'ils n'avaient aucune idée que nous les attendions encore. Le deuxième message vocal était de Madison. Sa voix tremblait. Elle a dit que Kai était contrarié qu'il ne soit pas juste de lui faire sentir qu'elle n'était pas la bienvenue, que je l'avais prise au dépourvu en annulant l'hôtel et que je lui avais fait passer pour une idiote. Elle a même glissé quelques pics sur le fait que personne ne s'était soucié de Madison lorsqu'elle avait eu son deuxième enfant. Je n'ai même pas pris la peine d'ouvrir le message de 3. Je pouvais deviner ce qu'il dirait, quelque chose à propos de moi qui réagit de manière excessive, à propos de la famille qui est compliquée, à propos de moi qui devrait laisser tomber parce que les vacances coûtent cher, et qu'Hawaï était une occasion unique. Pour Kai, j'ai juste ri. Ce n'était même pas un rire amer. C'était le genre de rire que l'on laisse échapper quand tout prend soudainement tout son sens, et que l'on réalise que l'on a été stupide d'attendre mieux. Tessa est sortie et s'est assise à côté de moi. Elle n'a rien dit, elle m'a juste regardé d'une manière qui disait, quoi que tu décides de faire, je suis avec toi. Je me suis levé, je suis rentré à l'intérieur, j'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à sortir les reçus. D'abord, les vols. Je les avais tous réservés avec des billets remboursables parce qu'une petite voix au fond de ma tête avait murmuré, et si ? J'avais viré l'argent ce jour-là. Il m'a fallu environ 20 minutes pour régler le problème, mais au moment où j'ai fermé mon ordinateur portable, 7 200 $ étaient en route vers mon compte. La caution de l'hôtel était plus simple. Un coup de fil rapide et 2 000 $ de plus ont été débités de ma carte de crédit. Ils se présenteraient après leurs vacances de rêve et réaliseraient qu'ils devaient payer le prix fort à l'hôtel s'ils voulaient encore des chambres. Bonne chance avec ça. Et puis j'ai décidé de faire une chose de plus, juste un petit quelque chose en plus. Je me suis connecté à notre ancien groupe de discussion familiale. Il était poussiéreux, à peine utilisé, sauf pour les occasionnels textos de joyeux anniversaire. Il s'appelait toujours la famille d'abord comme une sorte de blague malsaine. J'ai posté un collage de capture d'écran, l'une était le texto méchant de ma mère disant de faire comme si l'enfant comptait, l'autre était une photo que Kai avait postée ce matin-là d'elle sur la plage faisant un signe chaka avec une fleur dans les cheveux, une autre était la confirmation que ses vols avaient été annulés. Puis j'ai tapé une phrase, ne vous inquiétez pas, vous avez déjà choisi votre famille. Et j'ai quitté le groupe. J'ai éteint mon téléphone. Tessa ne m'a pas crié dessus. Elle ne m'a pas dit que j'étais mesquin ou cruel. Elle a juste posé sa main sur son ventre et a dit, tu n'as pas besoin d'eux. Il a une vraie famille. Mais la colère en moi n'était pas terminée. Une partie de moi voulait leur faire du mal comme il m'avait fait du mal, pour m'assurer qu'ils n'oublieraient jamais avec quelle facilité il m'avait mis de côté. Et juste au moment où je pensais pouvoir enfin respirer, mon plan a commencé à fonctionner plus vite et plus fort que je ne l'avais jamais prévu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un téléphone qui vibrait sans arrêt sur ma table de chevet. Au début, j'ai fait comme si de rien n'était. Tessa dormait encore, une main protectrice sur son ventre, et pour une fois, la maison était silencieuse. Je ne voulais pas gâcher ça en replongeant dans le chaos. Mais après un moment, la curiosité a pris le dessus. 29 appels manqués, 17 messages vocaux, plus de 50 textos. Je n'avais même pas besoin de les ouvrir pour savoir que c'était grave. Un coup d'œil rapide aux notifications m'a tout dit. Maman, Madison, même 3 avaient essayé d'appeler. Le groupe de discussion, celui que j'ai anéanti avant de partir, avait implosé. Je l'ai vérifié juste assez longtemps pour en saisir la fin avant que quelqu'un ne le supprime. Apparemment, l'enfer s'est déchaîné après que j'ai posté les captures d'écran. Maya, Laura, qui avait toujours été l'exclue de la famille pour ne pas avoir joué le jeu, est allée droit au but. Elle a traité maman d'égoïste et l'a accusée de faire les mêmes coups depuis des années, manquer des événements familiaux importants, tout ramener à elle, mentir quand cela l'arrangeait. Mes cousins, même ceux à qui je n'avais pas parlé depuis des années, l'ont soutenue. Histoire après histoire a déferlé, maman manquant des mariages, maman manquant des anniversaires, maman oubliant la naissance du fils d'un cousin parce qu'elle était trop occupée à passer des vacances à Canquin. Et puis est venu le coup de grâce. Une des vieilles amies de collège de Madison, qui traînait apparemment encore dans le groupe, a lâché des captures d'écran de messages privés entre elle et Madison, dans lesquels Madison me dénigrait. Elle m'a traité de garçon en or pathétique et a dit qu'il était tellement ennuyeux que tout le monde agisse comme si mon bébé était un enfant miracle juste parce qu'il nous avait fallu plus de temps pour concevoir. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Je suis resté assis là pendant 1 minute, le téléphone lourd dans ma main, tandis que le poids de tout cela s'installait. Il ne m'avait pas seulement quitté. Il m'en voulait.
Il se moquait de moi. Tessa est descendue en pantoufles, les cheveux en désordre, en bâillant. Elle m'a jeté un coup d'œil et elle a compris. Je lui ai tout raconté en phrases courtes et hachées pendant qu'elle préparait le café. Elle a écouté tranquillement comme elle le faisait toujours. Quand j'ai eu fini, elle m'a tendu une tasse et a dit, « Tu sais ce que tu dois faire ?» Quoi ? Absolument rien. J'ai failli rire, mais elle était sérieuse. « Tu te noies » a-t-elle dit. « Tu n'as pas à lever le petit doigt. » Elle avait raison. Aussi tentant que ce soit de porter un dernier coup, il valait mieux les laisser se dévorer entre eux. Pourtant, l'idée de les voir sourire sur une plage à Hawaï comme si de rien n'était, comme s'ils n'avaient pas mis le feu à tout ce que nous avions, me rongeait. J'ai essayé de chasser cette idée de mon esprit. Nous avons passé le reste de la journée à aménager la chambre d'enfant, à monter le berceau, à plier de minuscules grenouillères, à aligner de petits livres d'histoire sur une étagère en forme de nuage. Ça a aidé. Pendant quelques heures, je me suis souvenu de la raison pour laquelle tout cela était important en premier lieu. Mais tard dans la nuit, après que Tessa se soit couchée, j'ai vérifié mes emails, et il était là, une alerte de voyage de la compagnie aérienne. Apparemment, un événement météorologique important, une tempête tropicale soudaine, avait frappé Hawaï. Les vols étaient cloués au sol. Les hôtels évacuaient certaines zones. Les touristes ont été avertis de s'attendre à des retards importants et à être prêts à payer un supplément s'ils devaient prolonger leur séjour. Pas de réservation d'hôtels remboursables, pas de vols remboursables, pas de voitures de location prépayées. Ils étaient foutus. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, j'ai regardé l'écran et j'ai pris une profonde inspiration. Je n'avais rien à faire. Le karma avait fait des heures supplémentaires. Les 2 jours suivants ont été calmes, trop calmes. Tessa et moi vivions comme des gens normaux, faisant semblant de ne pas savoir que toute ma famille était en train de s'effondrer à 6400 km de là. Je suis resté à l'écart des médias sociaux et des textos. Je me suis concentré sur la construction de la table à langer, sur le lavage de minuscules chaussettes, sur le serrage des vis du berceau qui n'avaient même pas besoin d'être serrées. C'était paisible, d'une manière étrange et pesante. Puis, le mercredi matin, un email est apparu. Il venait de l'hôtel que j'avais annulé pour eux, celui que j'avais initialement réservé sur ma propre carte. L'objet de l'email m'a un peu retourné l'estomac, notification de solde impayé. Action immédiate requise. Il s'avère que l'hôtel avait essayé d'utiliser la carte de crédit de secours de ma mère lorsqu'elle ne s'est pas enregistrée, et elle a été refusée. La politique standard voulait qu'il débite le mode de paiement original avant les pénalités et les frais d'annulation, soit près de 1300 $. J'ai regardé le chiffre pendant longtemps. Tessa m'a vu assis là et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai montré l'email. Elle a cligné des yeux une fois lentement et a dit, « Appelle-les. » Batte-toi. Il a fallu 1 heure entière au téléphone avec le directeur de l'hôtel, à sortir tous mes reçus, à expliquer la situation, à envoyer des copies de la confirmation d'annulation par email. Au final, ils ont convenu que ce n'était pas de ma faute. Ils s'en prendraient directement à ma mère. Je les ai remerciés et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient encore de voir à quel point ils avaient failli me faire payer la facture quand mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un message WhatsApp d'un numéro inconnu. C'était mon père. « Fils, on peut parler ?» Je n'étais pas au courant du voyage à Hawaï jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je suis resté à la maison. J'ai cligné des yeux. Je n'avais même pas pensé à vérifier s'il était parti avec eux. J'avais juste supposé que oui. Mais ensuite, il a envoyé une photo discrète de lui assis seul dans son jardin, les pieds sur une chaise en plastique, le chien couché à côté de lui, une bière à moitié vide sur la table. Il n'était jamais parti. Apparemment, quand maman, Madison, Troy et Kai sont montés à bord de l'avion pour Hawaï, mon père est resté en arrière, a dit qu'il était fatigué, qu'il devait s'occuper de la maison. En réalité, il ne voulait plus en faire partie. Je ne savais même pas quoi dire. Il m'a dit qu'il essayait de m'appeler depuis la fête de naissance, mais qu'il pensait que je ne voulais pas avoir de ses nouvelles, qu'il avait vu l'explosion dans le groupe de discussion, qu'il comprendrait si je ne voulais plus jamais lui parler. Mais il voulait que je sache une chose, je ne l'ai jamais choisi au-dessus de toi. Tessa a lu les messages par-dessus mon épaule. Elle n'a rien dit pendant un moment. Finalement, elle a murmuré, « Tu as un choix à faire aussi, Finn, la vengeance ou la paix. » Je suis resté assis là à sentir tout le poids de cela. Puis un autre message est arrivé de Madison. Cette fois,
ce n'était pas de la mendicité. Ce n'était pas des pleurs. C'était de la colère. Si tu ne retires pas les messages et que tu ne t'excuses pas, nous allons dire à tout le monde la vraie raison pour laquelle tu as un bébé maintenant. Je parie que tes amis ne connaissent pas toute la vérité. Mon estomac s'est tordu. C'était une menace, une mauvaise, car la vérité à laquelle elle faisait allusion était que Tessa et moi avions eu recours à la FIV après des années d'essai, quelque chose que nous n'avions pas rendu public, non pas parce que nous avions honte, mais simplement parce que c'était à nous, quelque chose de privé, quelque chose de sacré, quelque chose que Madison savait parce que je lui avais fait confiance autrefois. Et maintenant, elle allait l'utiliser contre nous. Tessa s'est assise à côté de moi, calme comme tout. Nous n'avons pas à nous battre, a-t-elle dit. Nous pouvons la laisser hurler dans le vide. Nous pouvons vivre nos vies, fines. Mais un feu brûlait dans ma poitrine. J'ai réalisé qu'ils ne m'avaient pas seulement quitté. Ils allaient tout brûler sur leur passage. J'avais un choix à faire. Et cette fois, je n'allais pas faire le gentil. J'ai regardé le message de Madison pendant longtemps. Elle y était vraiment allée. Après tout, après avoir manqué ma fête de naissance, avoir menti, avoir bloqué mes appels, avoir fait des vacances à partir de la trahison, maintenant elle allait me faire chanter avec notre histoire de FIV comme si c'était un sale secret. Tessa m'a serré la main une fois et a dit, « Quoi que tu décides, je suis avec toi. » Je savais qu'elle le pensait, mais je savais aussi qu'elle ne voulait pas la guerre. Elle voulait la paix. Elle voulait que nous nous concentrions sur le bébé. Pourtant, il y avait une limite, et Madison l'avait franchie avec un bulldozer. Alors, je me suis assis à mon ordinateur et je me suis mis au travail, non pas en ripostant directement à Madison, mais en faisant quelque chose de plus intelligent, de plus propre. Tout d'abord, j'ai envoyé un email à ma famille, ceux qui me parlaient encore, un message sincère. Je les ai remerciés de leur soutien, j'ai expliqué que oui, Tessa et moi avions eu recours à la FIV, et non, nous n'avions pas honte, que cela avait été le voyage le plus difficile et le plus beau de notre vie, et que nous avions choisi de le garder privé, pas secret. J'ai inclus une photo de la fête de naissance, Tessa et moi riant ensemble sous les décorations bleues et argentées, une énorme bannière « C'est un garçon » accrochée derrière nous. Pas de colère, pas d'attaque, juste de l'honnêteté. Puis j'ai écrit un message sur mes médias sociaux, court et doux. Après un long voyage, Tessa et moi attendons enfin notre bébé miracle. La FIV a rendu ce rêve possible. Nous n'avons pas honte de notre parcours. Nous sommes fiers. Merci à tous ceux qui ont montré leur amour et leur soutien. Nous avons hâte de rencontrer notre petit gars. En 1 heure, le message a explosé. Des centaines de commentaires ont afflué, des amis, d'anciens collègues, même des cousins éloignés que je connaissais à peine, tous nous félicitant, envoyant de l'amour, partageant leurs propres histoires de FIV. Tessa a pleuré en lisant certains d'entre eux. Et juste comme ça, l'arme de Madison est devenue inutile. Elle ne pouvait pas dévoiler quelque chose que nous possédions déjà. Elle ne pouvait pas nous faire honte si nous n'avions pas honte. Elle ne pouvait pas nous blesser si nous étions déjà debout, la tête haute. Pendant ce temps, en coulisses, le karma continuait de la broyer. Un ami commun m'a envoyé une capture d'écran de la page Facebook de Madison. Apparemment, après l'explosion du groupe de discussion et le fiasco du voyage à Hawaï rendu public, Madison a essayé de limiter les dégâts. Elle a posté un message sur la façon dont des membres de la famille toxique avaient gâché ses vacances, faisant allusion à moi. Les commentaires ne se sont pas déroulés comme elle l'espérait. Les gens l'ont traîné dans la boue, accusation d'avoir abandonné sa famille, accusation de profiter financièrement de moi. Quelqu'un a même mis un lien vers les selfies de vacances de Kai. Madison a finalement désactivé son compte. Troy a essayé de la défendre, mais personne ne s'est soucié de ce que Troy avait à dire. Maman est restée silencieuse de manière suspecte, espérant probablement que tout cela finirait par s'estomper, mais ce n'était pas fini. Pas encore. Parce que quelques jours plus tard, mon père s'est présenté à ma porte à l'improviste, seul. Quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu mon père debout là, je ne savais pas comment me sentir. Il avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas beaucoup dormi depuis ce gâchis de fête de naissance. Il tenait un petit sac d'épicerie dans une main, comme s'il ne savait pas quoi d'autre apporter. Nous sommes restés là maladroitement pendant 1 seconde. Finalement, il a dit, « Je voulais juste te voir, toi et elle, et lui. » Tessa a dû l'entendre parce qu'elle est venue à la porte, a souri doucement et l'a fait entrer. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Papa tripotait ses mains,
puis a finalement sorti une petite boîte bleue du sac de course. À l'intérieur se trouvait une couverture tricotée, bleu clair et blanc. Ma mère a fait ça pour moi quand je suis né, dit-il. J'ai pensé qu'il devrait peut-être l'avoir. Tessa s'est essuyé les yeux rapidement et s'est levée, nous laissant de la place. Papa et moi sommes restés assis dans le silence pesant pendant quelques minutes. Il ne m'a pas pressé de lui pardonner. Il n'a pas cherché d'excuses. Il n'a même pas parlé de maman ou de Madison ou de ce qui s'était passé à Hawaï. Il est resté assis là comme s'il savait que c'était probablement sa seule chance de me montrer qu'il m'avait choisi au-dessus d'eux. Finalement, il a dit, « Je suis désolé, Finn. J'aurais dû faire plus. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Le pardon n'est pas comme un interrupteur. C'est lent. C'est têtu. C'est difficile. Mais quelque chose à l'intérieur de moi s'est un peu fissuré, non pas parce qu'il a supplié, non pas parce qu'il a pleuré, mais parce qu'il s'est présenté silencieusement, humblement. Après un certain temps, j'ai hoché la tête. Nous n'étions pas magiquement d'accord. Mais peut-être qu'un jour nous pourrions l'être. Avant de partir, il s'est tourné vers Tessa et a dit, « Il a de la chance de t'avoir. Vous méritez tous les deux mieux que tout ce bruit. » Alors que la porte se refermait derrière lui, j'ai eu l'impression qu'un chapitre se terminait. Les semaines suivantes ont été calmes, paisibles. Madison a essayé à nouveau avec un long email dramatique sur le fait que la famille est pour toujours et que le sang est plus épais que l'eau et que je regretterais un jour de la couper. Je n'ai même pas répondu. Tessa et moi nous sommes concentrés sur la chambre d'enfant. Nous avons fait des virées nocturnes pour acheter des glaces. Nous avons peint le plafond de la chambre d'enfant avec de minuscules étoiles qui brillaient la nuit. Nous avons planifié un avenir plein de vraies familles, celle que l'on construit, pas celle avec laquelle on est coincé. Quand notre fils est finalement né, je l'ai tenu dans mes bras et j'ai ressenti une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai réalisé alors que Tessa avait eu raison depuis le début. La meilleure vengeance n'était pas la colère. Ce n'était pas la honte publique. Ce n'était même pas de récupérer mon argent. C'était ça, une vie paisible remplie d'amour qu'il ne pourrait jamais toucher, une famille qui se choisit chaque jour, et eux coincés à l'extérieur, regardant à l'intérieur, là où ils appartiennent. Mise à jour, 6 mois après la naissance de notre fils, je pensais que la poussière était finalement retombée. La vie avait pris une tournure plus calme, plus agréable. Nos journées étaient un flou de tétés nocturnes, de promenades en poussette dans le quartier et de ce bonheur étrange et simple que l'on ne peut pas vraiment expliquer à quiconque ne l'a pas vécu. Notre fils riait de tout, un jouet qui couine, Tessa faisant des grimaces, même le bruit de mes clés qui tintent. Chaque fois qu'il souriait, cela guérissait un peu plus les morceaux brisés à l'intérieur de moi. J'avais pratiquement renoncé à ma vieille famille. Plus de rage nocturne. Plus de décis. Je pensais vraiment les avoir laissés derrière moi. Puis, de nulle part, une lettre est arrivée par la poste. Pas un email, pas un texto, une vraie lettre manuscrite. L'enveloppe portait mon nom griffonné dessus, et dès que j'ai vu l'écriture, quelque chose s'est tordu dans mon ventre. Ce n'était pas le griffonnage désordonné de Madison ou la calligraphie parfaitement soignée de maman. C'était plus jeune, plus soigné. À l'intérieur se trouvait une lettre courte et maladroite de Kai. Elle s'excusait d'avoir manqué la fête de naissance du bébé. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait à ce moment-là, qu'elle allait simplement là où ses parents lui disaient d'aller. Elle a dit qu'elle avait l'impression de ne plus savoir qui disait la vérité. La partie qui l'a le plus touché était vers la fin, j'espère rencontrer mon cousin un jour. Même si vous me détestez maintenant, je comprends. Mais j'essaie de m'améliorer. Je suis resté assis à la table de la cuisine pendant longtemps, la lettre tremblant un peu dans mes mains. Dans tout ce chaos, j'avais à peine considéré Kai comme une personne. Elle n'était toujours que la gosse de riche gâtée de Madison dans mon esprit. Mais en lisant ces mots, j'ai finalement compris. Elle avait été un pion dans tout ça, elle aussi. Ce n'est pas elle qui a choisi de trahir. Elle a été entraînée. J'ai montré la lettre à Tessa plus tard dans la nuit. Elle l'a lue 2 fois, puis m'a regardé avec la patience constante qu'elle a toujours eue. C'est ton choix, a-t-elle dit. Tu ne dois rien à personne, mais peut-être que cette fois, il ne s'agit pas d'eux. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je devais vivre avec ça. J'avais besoin de voir si je pouvais ouvrir la porte juste un peu sans laisser toutes les vieilles blessures revenir. Plus tard cette semaine-là, j'ai répondu. Rien de grand, juste une simple lettre disant à Kai que j'appréciais qu'elle me contacte,
que ce n'était pas de sa faute si elle avait été prise au milieu de quelque chose de laid, que peut-être à l'avenir, quand elle serait prête, il pourrait y avoir une place pour elle dans nos vies. Peut-être. Pas de promesse, pas de garantie, juste une fissure dans le mur. Je l'ai envoyé le lendemain matin avant de pouvoir me raviser. Les semaines ont passé. La vie a continué. Notre fils a dit son premier mot. C'était le chien. Bien sûr, parce que le Golden Retriever de Tessa était pratiquement son troisième parent. La chambre d'enfant s'est remplie de livres, de jouets et de minuscules chaussures qu'il ne savait même pas comment garder à ses pieds. Honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir de ces nouvelles jusqu'à ce qu'un après-midi, environ 2 mois plus tard, je reçoive une autre lettre. Cette fois, il y avait un dessin fait à la main à l'intérieur. C'était un dessin au crayon de notre fils, mal fait, une petite figurine avec un grand sourire debout à côté d'une autre figurine étiquetée moi, Kai. En bas, elle avait écrit, « Quoi qu'il arrive, j'attendrai si vous voulez un jour que je fasse partie de sa vie. » Et en dessous, en minuscules lettres, « La famille n'est pas le sang, c'est l'amour. » Je l'ai montré à Tessa. Elle a pleuré doucement dans mon épaule. Nous avons mis le dessin dans la chambre d'enfant à côté des étoiles phosphorescentes, non pas parce que nous étions prêts à accepter pleinement Kai, non pas parce que tout était pardonné ou oublié, mais parce que parfois la vie vous donne une deuxième chance à laquelle vous ne vous attendiez pas, et la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de laisser la porte ouverte, même juste un peu, pour ceux qui sont prêts à la franchir de la bonne manière.